Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et posément, sans prise de tête, la politique. Tous les lundis avec mon camarade Nemo, on revoit les bases du début jusqu'au tout petit truc, à la petite réforme qu'on n'oubliera pas, justement. C'est peut-être ça le truc. Salut Nemo. Salut Adrien, j'ai l'impression que t'as un petit peu dérapé dans ton intro. Ouais, je savais, j'improvise à chaque fois. On est un peu à la cool pour cet épisode. On est un peu à la cool. C'est vrai que c'est un sujet simple, ouais. easy. Easy, 15 minutes. Allez, je sais même pas si on les fait. On va voir. Sur ce petit extrait sonore. Les vieux trucs de cow-boy ne marchent plus. Les vieux trucs de cow-boy ne marchent plus. Ils sont morts, ils sont usés, ils sont cuits, ils sont lavés. Les vieux trucs de cow-boy ne marchent plus. C'est un bail que je fais au cinéma. Voilà, c'est bon, vous m'avez vu. Donc Texas, en vérité, je connais pas. Tout ce que je connais ce soir, c'est le bout de ma vie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Les vieux trucs de cow-boy ne marchent plus. Je vous laisserai chercher, je crois que c'est Hugo Frey. C'est une vieille chanson que j'ai sortie de je sais pas où. Mais c'est vrai que comme je trouvais qu'elle correspondait bien aux critiques en fait, qu'on faisait à la 5ème République, que c'était un vieux truc, c'est un truc de cow-boy, un truc un peu bourrin. Et que est-ce que ça marche encore ? Voilà. J'ai un peu cherché, hein, j'avoue. Bah oui, en même c'était temps... ça ou la Marseillaise ? Ouais, bon oui, c'est vrai. Si on peut s'en passer. On peut. Enfin après, c'est mon avis. Je ne suis pas très fan des paroles à Marseillaise, mais c'est un autre débat. Voilà, la 5ème République, donc, qui émerge en fait de la Constitution en 58. Donc, pour rappeler quand même, faut rappeler un peu le contexte dans lequel c'est les bases. Hein, on est là. Ça a émergé suite au putsch, à la tentative de putsch d'Alger. Donc, vous vous rappelez, ces militaires à Alger qui tentaient de faire un coup d'État, et notamment De Gaulle qui arrive un peu en sauveur. Et donc, l'obligation de faire une nouvelle constitution, en tout cas la volonté d'en faire un. Il y a 5... Oui. Juste pour dire que, pour retenir un détail historique, en tout cas l'esprit politique, c'est que la 5ème République ne se construit pas, on va dire, dans le vide, elle se construit sur l'échec de la précédente. Et c'est véritablement important parce que c'est quelque chose qui l'a défini. C'est-à-dire que De Gaulle arrive en sauveur et il arrive avec une constitution faite pour un sauveur. Complètement. Et qui est basé effectivement sur, on va le voir, hein, des principes assez clairs. Déjà, seul le suffrage universel est la source du pouvoir. Je pense qu'effectivement, c'est pour rappeler aux militaires que voilà, c'est pas eux qui sont les patrons. Ce qui veut dire qu'on enlève et qu'on ne fera pas de chambre socio-professionnelle. Donc, par exemple, je sais pas moi, les experts de l'industrie agroalimentaire ne vont pas faire la loi sur l'agroalimentaire. Non, on est sur des élus au suffrage universel. Deuxième principe, la séparation des pouvoirs pour éviter toute tentative de corruption d'un pouvoir sur un autre. La responsabilité du gouvernement devant le Parlement. On reviendra aussi, il fera sans doute la distinction entre gouvernement et Parlement. Ça pourrait être très intéressant. Mais oui, tout à fait. L'indépendance de la justice, un autre principe. Je pense que c'est assez transparent dit comme ça. Et ensuite, alors, c'est un truc un peu plus flou, je n'ai pas tout à fait compris. Doivent être organisés le rapport de la République avec le peuple qui lui sont associés. C'est le frontal en fait, c'est la définition de Gaulle de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie frontale, tout simplement entre des représentants et le peuple, en tout cas un exécutif et le peuple, en tout cas c'est plutôt comme ça que la 5ème République est pensée en fait. Donc la République, en gros, c'est comment fonctionne le système politique. Donc on a l'Assemblée nationale, ça on vous renvoie vers... Voilà, on a fait des émissions déjà sur les institutions. Pour donner une image qui va peut-être être un peu plus parlante, la 5ème République, c'est les règles du jeu. Alors, la politique n'est pas un jeu, elle peut l'être parfois un peu, mais pour vous donner vraiment une image, dites-vous que si jamais
vous jouiez une partie de Monopoly, la République, ce serait les règles du jeu, c'est-à-dire la façon dont vous interagissez avec les autres joueurs et dont vous avez défini un texte commun qui vous regroupe tous et qui définit la façon dont vous allez vous parler, faire vos actions, etc. Et ça se retrouve dans un texte qui s'appelle la Constitution. Voilà. Et il y a un conseil constitutionnel qui vient, qui peut être saisi, qui vient justement regarder le problème face à ce que dit la Constitution. Et c'est ce conseil qui est chargé d'interpréter, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des démocraties dans le monde, en fait. On rédige un texte fondateur qui définit les règles et ensuite charge aux lois et aux décrets, aux différents textes, d'en définir les trucs les plus précis. Donc, par rapport aux citoyens et aux gens qui nous écoutent, je pense que le plus visible, en tout cas, c'est l'Assemblée nationale, qui fait partie de ce qu'on appelle le Parlement, donc les représentants un peu du peuple. Donc, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, qui est, c'est par un les représentants des territoires. Officiellement, c'est ça. C'est vrai. Et on a le Sénat, donc, qui, eux, sont votés de manière indirecte, parce que ce sont ce qu'on appelle les grands électeurs, donc les maires, les députés, qui élisent des sénateurs. Les responsables de région qui élisent les sénateurs. Ces deux blocs, Assemblée nationale, Sénat, forment le Parlement. Il y a le gouvernement avec le Premier ministre qui est nommé par le président de la République et le gouvernement. Élu directement par les Français, le président. C'est la grosse... Oui. Alors à la base, c'était pas ça. Dans la Ve République, ça a été rajouté après. C'était voté par le Parlement. Ouais, mais le président maintenant est élu directement. Et voilà. En réalité, tu as défini très bien ce que c'était les institutions, etc. Et des grands principes qui sont définis dans la Constitution. Et c'est un peu encore, en vrai, la Constitution de la Ve République, et même les constitutions de manière générale, c'est vraiment, c'est quand on inscrit quelque chose dans la Constitution, c'est extrêmement compliqué de l'en déloger. Et c'est le cas partout dans le monde, d'ailleurs, la plupart du temps. Les textes constitutionnels sont les plus difficiles à modifier. On pourrait parler des États-Unis où c'est une catastrophe à faire. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et alors, justement, comment, parce que 58, c'est quand même pas tout jeune. Ah oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on veut changer cette constitution, si par exemple, allez, je prends un cas qui a vraiment existé, c'est on veut voter l'abolition de la peine de mort et on veut l'inscrire pour que ce soit durable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà, il y a deux possibilités pour modifier la Constitution en France. Déjà, la première étape, c'est d'avoir l'aval du Parlement. En France, ce n'est pas possible pour un président de dire voilà, j'ai envie de faire j'ai envie de faire ça, mais il se trouve que ni l'Assemblée nationale ni le Sénat. En fait, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat votent le texte en les mêmes termes. C'est-à-dire à la virgule près, il faut que le même texte soit adopté, ce qui donne de facto un pouvoir de veto aux deux chambres. Ensuite, c'est là où il y a deux solutions possibles. Soit vous réunissez ce qu'on appelle le Congrès, c'est-à-dire c'est tout simplement vous prenez les sénateurs, les députés, et vous les mettez dans la même chambre à Versailles et vous obtenez le Congrès. Et si le texte est voté à la majorité des 3/5, la modification de la Constitution a lieu, ou sinon, ça là peut être soumis à référendum. 3/5, c'est au-delà même de la majorité. C'est 60%, voilà. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, en France, aucun parti n'a la possibilité de modifier la Constitution à lui seul. Et on voit bien d'ailleurs, là, dernièrement, l'échec à réformer la Constitution. Alors, c'est toujours en cours. Oui, effectivement, officiellement, c'est en cours. Gérard Larcher a dit de manière un peu perfide que le Sénat restait disponible pour discuter. Grosso modo, je vais essayer de résumer pour ne pas rentrer dans les détails techniques qui, moi, me passionnent, mais je suis sûr, vous qui nous écoutez, ce n'est pas forcément votre tasse de thé. C'est qu'en fait, il y a une modification constitutionnelle en cours et le Sénat s'oppose parce que cette modification constitutionnelle diminuerait le nombre de députés et de sénateurs. C'est entre autres ce qui pose problème. Voilà, et ça a été notamment stoppé. Donc il y avait l'affaire Benalla, je crois. Oui, alors au moment où ça a été discuté à l'Assemblée nationale, l'affaire Benalla est arrivée. Mais sachant qu'une réforme constitutionnelle, c'est toujours extrêmement complexe parce qu'il y a à la fois la réforme de la Constitution, mais il y a d'autres textes de loi à modifier également pour s'adapter aux réformes de la Constitution. Mais voilà, ça c'est du technique. Mais alors, parce qu'on voit que le président actuellement Macron souhaite réformer la Constitution. Et on l'a tous. Effectivement, ils le veulent tous. On voyait il y a encore quelques temps, et je vous mettrai encore les notes dans l'émission, François Hollande, l'ancien président de la République, rappelez-vous, qui lui a annoncé il y a pas si longtemps que ça qu'il voulait changer aussi en enlevant le rôle du Premier ministre.
Oui, voilà, mais Pourquoi Quel est le problème avec cette République? Parce que pour le tout, on peut se dire, bon, on n'a pas eu de guerre mondiale depuis 58, ouais, c'est vrai. ça roule à peu près, la croissance, le CAC 40 pète les scores. Ouais. Alors, quel est le problème? En réalité, le problème, c'est que, c'est comme je disais dans l'extrait musical, c'est un vieux truc. La Constitution, elle est ultra vieille, elle est datée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle exprimait des points de vue, des points de vue, on va dire, de manière institutionnelle, qui correspondent plus aux besoins citoyens qui sont régulièrement exprimés, d'être entendus, d'être écoutés. Et aujourd'hui, il y a un tel décalage, je sais que c'est un cliché, mais il y a un tel décalage qui apparaît entre les élus et les gens qui votent pour eux, que au final, les gens se disent pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que ça marche plus? Et quand ça marche plus, on en revient à la Constitution, on essaie de la bricoler. La 5e République, elle a été bricolée de toutes parts. Si vous la prenez maintenant, c'est plus du tout la même que celle qu'il y avait au tout début. Et au final, on aboutit à 2 options politiques. Soit on continue de la modifier, 3 options, pardon. Soit on continue de la modifier petit point par point, c'est généralement ce que font les modérés. Soit on n'y touche pas, parce que voilà, on est de la droite notamment, est très attaché au fait que la 5e République fonctionne bien, ce que tu disais, pourquoi y toucher? Et il y a toute une partie de la gauche qui va dire non, ça marche plus, ça donne un régime autoritaire avec un président qui a beaucoup de pouvoir et très peu de contre-pouvoir, le Parlement est complètement effacé, il faut revoir tout ça, il faut revenir à d'autres choses et refaire ce qu'on appelle une assemblée constituante, c'est-à-dire élire des gens pour qu'ils réécrivent la Constitution et changer les règles du jeu. Alors, donc tu as évoqué les premiers griefs, donc effectivement un Parlement effacé, donc les représentants des territoires qui sont effacés. Mais en même temps, ce qui est dingue avec la 5e République, c'est que c'est des Legos en fait. C'est que techniquement, on pourrait complètement démonter la structure et la remonter tout en restant dans les logiques de la 5e République. Supposons par exemple qu'on veuille faire une république parlementaire, en donnant beaucoup plus de rôle au Parlement. C'est pas incompatible avec une modification de la 5e République. Et au final, ce que beaucoup de gens lui reprochent, en réalité, c'est de ne pas bouger beaucoup, c'est de bouger par à coup, de ne pas être très logique, de ne pas s'adapter aux besoins et aux envies d'une certaine partie de la population en termes de certaines modifications de règles. Et je vais donner un exemple tout bête, et pour le coup, on va donner un crédit à Nicolas Sarkozy là-dessus, puisque lui, dans une des réformes constitutionnelles qu'il a fait, il a donné le droit à tout justiciable via via une procédure juridique de saisir le Conseil constitutionnel, dont on parlait au tout début, ce qui n'était pas possible avant, où il fallait que ce soit des députés et des sénateurs qui le fassent, et s'ils ne le faisaient pas, la loi avait beau être potentiellement totalement contraire à la Constitution, jamais le Conseil constitutionnel n'aurait pu en être saisi. Et c'est ça la Constitution. Il y a des tas de choses comme ça qui sont discutables, amendables, mais basiquement pour moi, et là je vais en revenir à une opinion qui pour le coup, je préviens les gens, est très personnelle, je ne sais pas si tu la partages d'ailleurs, c'est que pour moi le plus gros problème de la 5e République, c'est la façon dont les scrutins électoraux sont organisés en France, et dont la périodicité, la façon dont on compte les résultats, etc. Tout cela pose énormément de problèmes et je ne suis pas sûr que ce soit un problème de constitution. Ceci dit, à part en passer par une modification de constitution, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de vraiment réellement bouger les choses? C'est une question qui est ouverte notamment à gauche. Il y a ce que tu dis et ce que pose comme problématique la 5e République, alors notamment, mais pas seulement, en fait, c'est la démocratie, je pense, c'est 2 fictions en fait, sur lesquelles sont basées la démocratie. C'est d'une part la fiction de la volonté majoritaire, oui, qui est pris comme la volonté de l'intérêt général. Or, c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, il y a une expression qui existe dans la 5e République qui s'appelle le fait majoritaire, qui est une expression, quand on l'analyse, qui est extrêmement violente, puisque ça revient à dire que ce que veut la majorité devient un fait. Et oui, effectivement, ce qui est extrêmement problématique. Or, c'est un fait doit être général et non majoritaire. Alors, donc ça, c'est la première fiction. Un fait politique est souvent majoritaire, est souvent l'occasion d'une majorité, mais c'est comme si une majorité ne pouvait pas généraliser. Bouger. Voilà. Donc c'est quand même une expression assez violente. C'est effectivement. Donc ça, c'est la première, c'est la fiction majoritaire, cette fiction-là, qui devient la fiction générale. Et la deuxième fiction, c'est le consentement à l'élection. C'est-à-dire que je vote, donc là par exemple en mars on va voter pour des maires, je vote une fois et sur 6 ans, allez, roule ma poule, je vous fais confiance. Or on a vu plusieurs fois des gouvernements, des présidents, des représentants, comment dire, des députés qui ne respectaient pas leur programme et donc n'ont pas de compte à rendre, ou alors c'est devant l'électeur, ok, mais c'est peut-être pas assez. Je veux dire, à Athènes, c'était pris sur leur propre denier s'ils ne respectaient pas leur mandat. Alors,
il y a deux notions pour moi importantes là-dessus. La première, c'est qu'en France, on a interdit le mandat impératif. Le mandat impératif, enfin, il n'y a pas qu'en France, mais de manière générale, le mandat impératif, c'est assez mal vu. C'est-à-dire, je promets ça, donc je ferai cela. On considère qu'un élu a quand même sa liberté de conscience. Et sinon, en fait, le système serait encore plus cadré par les partis qu'il ne l'est déjà. C'est en gros les partis, voilà, les alliances, etc. Donc on considère qu'un député, un représentant, a sa liberté de conscience, ce qui, à mon sens, est une bonne chose. Et la deuxième, c'est, effectivement, tu l'as dit, ok, il est responsable devant l'électeur, mais quand, selon quelles règles et selon quel mode de scrutin? C'est des tas de questions. En fait, moi, ce qui me frustre énormément, et j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à se poser la question, je sais que le sujet est technique, je sais que c'est pas forcément très encourageant d'aller s'intéresser à comment nos députés, nos sénateurs, comment les élections sont organisées, comment les institutions sont organisées, quand on est en période où la question sociale est centrale. Mais sans modifier les règles du jeu, sans s'intéresser à la façon dont ces règles du jeu fonctionnent, vous avez très peu de chances de voir comment modifier les choses dans le sens que vous le souhaitez. Et il se peut même qu'en étudiant les règles du jeu, vous trouviez qu'elles soient bonnes. Moi, je ne les trouve pas bonnes, mais vous faites ce que vous voulez, vous faites votre propre avis. Mais j'aimerais vraiment qu'on arrive dans ce pays, et pas uniquement au moment des élections, à s'intéresser à la Ve République pour ce qu'elle est, pour ce grand livret de règles, et se l'imprégner, se poser des questions, et peut-être un jour arriver à avoir un débat public là-dessus, sans qu'on ait une cohorte de gens dire « non mais les gens s'en foutent ». Ouais, changer les règles en jouant dans les règles, si je résume. C'est toujours une question. Est-ce qu'on peut critiquer les médias dans les médias? Est-ce qu'on peut voilà. Mais déjà, sans se poser cette question, s'interroger sur la façon dont c'est construit. Renseignez-vous. On l'avait dit je crois qu'on a fait un épisode sur l'Europe, les élections européennes. Intéressez-vous à la façon dont les règles sont prises. Moi, j'en suis quelqu'un de très critique. Je l'assume totalement. Mais ce que je peux vous dire, et qui pour le coup, à mon avis, est sain pour vous, c'est essayer de vous intéresser à la façon dont ça fonctionne. Mais bon, après, ils le font puisqu'ils écoutent ce podcast. Oui, ce qui voilà, est déjà c'est un ça. début. Mais c'est un appel. Voilà. En tout cas, moi, je ne peux que vous appeler à lire les liens que je vous ai mis dans la description. Ça vous donnera d'autres petites et même à pistes lire pour la apprendre. Constitution, c'est pas très compliqué comme texte. Hein. Et c'est pas long. Et c'est pas très long. C'est plus les commentaires qui peuvent être longs. Moi, dans les bouquins que j'ai pu trouver à la bibliothèque sur ce truc-là, non, c'est pas très long et ça, effectivement, faut s'accrocher un petit peu, mais ça se fait. Et la page Wikipédia est plutôt bien faite avec des schémas, les schémas qui aident beaucoup à comprendre la fabrique de la loi, la fabrique de la justice aussi. Et on rappelle que si vraiment vous avez des questions, on ne sait jamais, vous pouvez nous envoyer un message sur Twitter. Mais oui. Peut-être qu'on y répondra si on peut, quoi. Mais oui, on va essayer. Ou alors sinon sur notre YouTube. Oui. Voilà. Sur Apple Podcast aussi, n'hésitez pas à mettre podcast, Spotify, ce que vous voulez. À mettre les étoiles en plus de vos commentaires et de vos questions. Nemo, on te retrouve dans Canapé Game, les Pierres Rennais. Ouais. Et à gauche toute. Évidemment. Et toi, on te retrouve dans Ludologie. Voilà, merci à toi Nemo. Merci à toi Adrien. Et merci à Suzy Q. Pour le générique, évidemment. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, et je crois que tu as une citation de fin. D'habitude, tu fais ça. D'habitude, je fais ça. Alors là, je l'ai perdu, forcément. Ça y est, c'était Rosa Luxembourg qui disait « Tâche à vous de devenir un être humain. C'est là l'essentiel et ça veut dire être solide, lucide et gay. Oui, gay malgré tout le reste. » J'espère vous avoir rendu gay, solide, lucide. Après, le reste, à vous de voir. À lundi prochain. À lundi prochain. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.